Alors bonjour à tous. Pour vous dire, la rentrée du Portugal, j'en suis à la fin là je vais terminer aujourd'hui le troisième épisode de My Space Identity à l'aquarelle. J'aurai plus que la couverture à faire, donc ça c'est plutôt positif parce que je m'étais quand même fixé l'objectif de faire à chaque fois un comics et demi ou un comics un quart, un comics un tiers par mois. Donc il va pouvoir sortir là pour deux secondes, pour mi-mai. Euh, et après, je vais pouvoir me mettre sur le Last Man, qui lui est déjà découpé. J'ai déjà découpé le premier volume. J'en ai déjà parlé à Mickaël, il faut que j'en parle à Balak, évidemment. Euh, Donc ça, pour l'instant, ça va. Je suis en train de réfléchir à une série 2 des cartes de MySpace Identity, peut-être pour le tome 4. Donc je vais attendre un peu les promos sur Pixar Printing, mais j'ai l'impression que là, en ce moment, je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de promos. Dans ma... euh, pas parano, mais je me dis, bon, est-ce que c'est le Détroit d'Ormuz et compagnie, machin, parce qu'il faut quand même faire venir la pâte à papier de Chine, avec les... Bref, je sais pas, j'espère que les prix vont quand même rester entre guillemets stables. Parce que si je dois encore plus, enfin si à produire le comic ça commence à dépasser les 1 euro, ça va être très compliqué. Euh, on a commencé les envois libraires. Donc là, il y a Expérience qui a déjà les comics là-bas. Donc vous pouvez aller les acheter à la librairie Expérience à Lyon. Ça, c'est cool. Et je suis en train de discuter avec d'autres libraires. Évidemment, il faut qu'on se mette au point sur le prix, sur la marge des libraires, parce que ça peut pas être juste du, euh, euh, comment dire, du militantisme. Il faut quand même qu'ils s'y retrouvent. Donc, on est en train de discuter. Je suis peut-être en train de faire 3,50 € les 50 comics et peut-être passer à 3 euros pour 100 comics. Comme ça, on a une marge au moins de 40% pour les libraires, ce qui est euh, plus acceptable, je pense. Donc ça aussi, c'est en train de voir. Ensuite, je serai aussi au Salon du Livre de Nice. Il m'avait invité il y a longtemps, même si niveau timing, c'est pas la folie, mais donc je serai là-bas le samedi et le dimanche. Je vais ramener quelques comics. Je vais aussi ramener le portfolio. Et puis ce sera l'occasion de voir un peu comment ça se passe, de vendre les comics aussi sur le sol français. Comment dire, en dédicace, parce que au Portugal, ça s'est très bien passé, Italie, Espagne, je pense aussi, parce qu'ils ont quand même une culture comics. Enfin, dans ce cas l'américaine, ici, on a quand même beaucoup la dédicace gratuite, et on n'est pas habitué à voir les portfolios à côté des auteurs, donc on va voir Saint-Salon du Livre. J'en ai discuté avec BD Fugue Nice, qui s'occupe de gérer avec Xavier, et, euh, et ça avait l'air aussi de le botter pour les comics. Donc je pense que j'essaierai d'en ramener un peu plus si j'ai la capacité de pouvoir ramener pas mal de comics. Et peut-être j'en laisserai aussi à la librairie à BD Fugue Nice. Donc voilà, comme ça évitera les envois et les frais de port. Alors, une vidéo, putain, faut pas que je dise vidéo, un audio, évidemment, je suis pas un youtubeur, euh, un audio sur ce titre un peu bizarre, un peu hors série, parce que je pense que c'était important. J'avais déjà abordé l'écriture je crois, dans un précédent audio, mais là, je voudrais vraiment plus axer sur l'écriture en bande dessinée. Et pour ça, évidemment, j'ai choisi un film. Mais je pense que vraiment pour essayer de comprendre, donner deux, trois conseils au moins sur comment écrire en bande dessinée, parce que je vois beaucoup aussi d'auteurs, des dessinateurs qui viennent me voir en premier, et qui aimeraient passer dans cette espèce de mode de liberté totale qu'est le Manjari Comics.
où c'est une zone sans foi ni loi, il y a zéro droit, rien, vous faites tout ce que vous voulez dans une liberté totale. Et ça peut être un peu gênant et un peu embêtant. Enfin, quand ça peut être on peut être un peu coincé au début, pas savoir quoi raconter, avoir trop de choses à raconter, mais dans si peu de pages, enfin bref, c'est pas forcément facile. Donc en fait, là si on prend à peu près aujourd'hui, hein, dans les types d'histoires qu'on peut raconter, bon bah la première, l'autobio, j'en avais déjà un peu parlé, mais c'est quand même, je veux dire, c'est pas assez facile, mais il suffit juste de raconter sa vie. Et donc, par exemple, si vous devez raconter la soirée où vous avez passé, je sais pas, vous avez passé la soirée avec, avec une nana, vous avez joué au Monopoly et après vous avez baisé, et ben il faut et raconter l'histoire du Monopoly et raconter la baise, voilà. Il faut tout raconter et aussi il faut raconter le moment où quand vous étiez en train de jouer au Monopoly, ben on s'est mis, la personne s'est mise à penser à des choses vraiment dégueulasses en la regardant, en se disant putain mais j'ai trop envie de la baiser, comment est-ce que ça va se passer? Bref, vous voyez, il faut rentrer là-dedans et même dans des choses qui sont les plus parfois gênantes et les plus inavouables. On peut pas juste raconter, bon bah on a fait une partie de Monopoly, et après on a couché, et puis après on a mangé des céréales, parce que ça, bon, ça on s'en fout comment dire, de la to-do list de votre journée, quoi. Ça c'est les anecdotes, et puis on peut pas juste raconter le moment où on a baisé, ou le raconter que la partie de Monopoly. Faut raconter tout. Et puis, vous dites, bah oui, mais bon, raconter une partie de Monopoly en BD, c'est quand même super chiant. Bah ouais, mais bon, tout le talent va être de faire monter toute la tension durant la partie de Monopoly et ensuite de faire exploser ça pendant la partie de baise, ou alors au contraire il s'est pas passé ce qui s'est passé, enfin bref, vous voyez, il faut tout raconter. Et il faut raconter ça aussi dans le fait que, je sais pas, vous avez pensé à Jurassic Park pendant que vous avez baisé, bref, il faut rentrer tout dans le truc. Et c'est ce qui fait la force de l'autobio, et c'est ce qui fait que c'est absolument, c'est aussi assez génial, parce que c'est toute la pensée. Donc c'est pour ça, c'est difficile à faire en bande dessinée, parce qu'en bande dessinée, on a quand même beaucoup de... Vu qu'il y a le dessin, on n'a qu'une seule image, donc il y a un grand choix déjà visuel à ce qu'on... au truc qu'on doit montrer. Donc c'est difficile de tout montrer, voilà. C'est difficile de tout montrer, de montrer chaque détail, de montrer et le pion du Monopoly, et les yeux de et les chaussures ça c'est très très difficile à faire. Donc il faut faire des choix. Et la plupart du temps, ben, les choix ils sont faits de manière à rentrer un peu dans l'anecdotique, dans les petites choses, voilà. Donc c'est parfois un peu dommage. Après, quand je dis ça, ça peut être aussi il y a par exemple Lewis Trondheim qui a fait Les Petits Riens, qui a pas vraiment de l'autobio, c'est plus une espèce d'observation de petites choses qu'il voit, ou voilà, lui il est mais c'est, comment dire, c'est avoué dès le début, quoi. C'est voilà, il n'y a pas de comment dire, c'est la démarche même de son livre. Donc c'est là où en fait il est quand même malin à chaque fois, Lewis Trondheim, c'est que bah, c'est de la faiblesse de l'autobio, il en fait entre guillemets une espèce de force, quoi, voilà. Et donc c'est malin. Après pour tout le reste, quand tu racontes, je sais pas, des bouquins beaucoup plus intimes, ou des mises à nu entre guillemets, comme on a l'habitude de voir aujourd'hui, bon ben là il faut il faut y aller, quoi. Ensuite, ben, bon, bah, le mode d'emploi aussi, ça c'est encore plus facile. Bah, il suffit juste de suivre le mode d'emploi. Donc voilà, si vous voulez faire l'AVC en bande dessinée, bon bah vous racontez comment est-ce qu'on a un AVC en bande dessinée, et les molécules qui se passent ou je sais pas quoi, et les séquelles, et puis les trucs, bref voilà. Et puis vous faites un plan aussi de l'hôpital, de la salpêtrière, et vous expliquez où sont chaque poste. Et puis voilà, puis et vous mettez les emplois du temps aussi des médecins, bref. Donc voilà, ça c'est pour les modes d'emploi, le mode d'emploi en BD, voilà. Et si vous faites un truc sur Internet, bah, vous expliquez aussi comment Internet ça marche, avec les câbles et tout ça. Ensuite, donc l'idée c'était, on va s'attaquer à la fiction. Et alors la fiction, avant j'étais un peu plus général sur l'écriture en bande dessinée. Euh, enfin, j'étais un peu plus général sur l'écriture en disant, bah voilà comment est-ce qu'on écrit en général. Voilà. Et là, c'est vrai, ça va vraiment être en bande dessinée.
Euh, et, euh, et pour le coup, pourquoi j'ai choisi Roger Rabbit? Parce que Roger Rabbit, si on doit me donner l'histoire, vraiment le synopsis de Roger Rabbit, enfin comment dire, euh, la trame de fond, enfin vraiment l'histoire, elle est absolument incompréhensible. C'est vraiment, même moi, je serais incapable de vraiment tout t'expliquer parce que c'est quand même une histoire de, euh, de société écran, de Cloverleaf qui a acheté les bus rouges des studios d'Hollywood pour pouvoir récupérer Toonville parce qu'il y a un héritage qui doit être signé qui était à Maroon Carton. Bref, c'est incompréhensible. Et je pense que même personne là, quand je vous ai dit Cloverleaf, j'ai fait genre, ah, mais oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire à la fin. Et c'est quand même l'élément où, bah, en fait, il y a à la fin, Toonville appartient au Toon. Voilà. Mais bon, ça, on est complètement. On passe complètement à côté. Alors, il y a le pitch qui, lui, est pour le coup vraiment intéressant, qui est que un, un détective qui déteste les toons va devoir prouver l'innocence d'un toon dans une affaire de meurtre sur un humain. Voilà. Donc là, il y a une, il y a un mec qui déteste les toons, il doit prouver l'innocence d'un toon, voilà, il y a une espèce de conflit, et sur le papier, il y a matière à faire vivre un duo de personnages qui va être vraiment intéressant, comme, voilà, comme 48 heures, voilà, c'est une espèce de buddy movie, on est vraiment sur un buddy movie, et, voilà. Et donc en fait, alors vous allez me dire, mais comment c'est possible que toute la trame scénaristique, toute l'histoire est absolument incompréhensible et que ce film, il est génial. Parce que pour moi, c'est la preuve même que l'histoire, la trame scénaristique, et c'est pas que ça n'a aucun intérêt, il faut pas le faire parce qu'il faut quand même en faire une, mais est la chose à mettre tout en bas de l'échelle des priorités. C'est vraiment tout en bas. C'est quelque chose qui, on pourrait presque s'en passer. Voilà. Parce que alors c'est toujours bien si elle a bien été pensée et qu'elle elle est bien faite et par exemple, je sais pas, je pense à certains je sais pas, je pense je réfléchis comme ça, mais je sais pas, le Seigneur des Anneaux, la trame est superbe. Enfin voilà, il y a un anneau qui a été forgé dans une montagne avec un truc, il faut le remettre parce que cet anneau, voilà, il y a tout un truc qui est vraiment fait, qui est très complexe et qui est très bien fait. Mais par exemple, dans Roger Rabbit, voilà, ça marche pas du tout. C'est incompréhensible. Et, euh, et pourquoi est-ce que je dis voilà c'est vraiment quelque chose à mettre tout en bas parce qu'en fait tout en haut, c'est visuellement Roger Rabbit euh, est un film qui fait, je pense, vraiment l'unanimité, hein, parce que d'un point de vue visuel, que ce soit dans le dessin animé où il est absolument incroyable, et que ce soit dans le live action, donc la prise de vue réelle, où il est aussi superbe, hein, toute la reconstitution enfin la reconstitution, tout le Hollywood des années 50, l'ambiance, les costumes, que ce soit dans le restaurant, dans les studios, dans la rue, et même Toonville, enfin voilà, bref, même, non, Toonville c'est un dessin animé, mais bref, tout l'univers visuel de Roger Rabbit, le live action, mais il est absolument merveilleux. Enfin, je veux dire, c'est un chef-d'œuvre. Et donc tout le monde s'accorde à dire que bah, c'est ce qu'il y a de plus réussi. Et vu que c'est tellement réussi visuellement, c'est tellement réussi, c'est tellement fort c'est ce qui va nous porter dans le film. Et voilà pourquoi je veux dire que c'est un bon exemple pour de la bande dessinée, parce que la bande dessinée, elle se choisit. Alors même si c'est quelque chose on a l'impression que c'est quand même, comment dire, c'est moins le cas aujourd'hui, mais c'était le cas avant. Mais je pense que c'est toujours le cas. On l'a choisi pour le dessin. On l'a choisi pour le dessin avant tout. Même si aujourd'hui, on a plus tendance à mettre voilà l'histoire en avant parce que c'est le sujet qui fait vendre et tout ça. Bon, voilà, ça c'est un nouveau public, mais le public amateur de bande dessinée, celui à qui qu'on a envie de parler, celui qui va verser sa larme pendant le
pendant l'histoire parce qu'il y aura vraiment cru au dragon et à tout ça, voilà, et qui aura été pris dedans et qui arrivera à voir toutes les subtilités que vous avez mis dedans, et ben ce public-là, il le choisit par le dessin, avant tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans le il y a déjà un pacte qui est fait. Voilà, il nous dit, voilà, mec, ton dessin, voilà, ton dessin, j'aime ton dessin et je vais acheter l'album pour le dessin déjà. Et ensuite, après, il y a l'histoire qui arrive. Ok. Euh, donc comment dire, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc c'est là où en fait il faut mettre un peu toutes les billes dans le dessin. Alors par exemple, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup dans Roger Rabbit, euh, c'est que l'histoire est quand même très compliquée, hein. Je pense que vu qu'il y a le truc il y a quand même deux univers. Il y a Toonville et il y a les studios. Il y a un tunnel qui sépare. Il y a voilà. Donc il y a deux univers. Je pense que si on faisait le Roger Rabbit aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ou c'était, ou à l'époque, ils auraient pu commencer par une scène où euh, un reportage télé. Parce que ils ont dit, ouais, la télé, les années 50, vu que ça se passe dans les années 50, 60 et tout, ah, la télé, l'émergence de la télé, on va utiliser ça. Un reportage télé en disant, Toonville, avec l'inauguration, reportage, inauguration de Toonville, on explique comment Toonville a été construite, on explique comment Toonville existe par rapport au studio, on explique comment euh, les habitants de Toonville, comment les Toons et les humains cohabitent et tout ça, et ensuite, euh, une main qui éteint la télé, on comprend que c'était un vieux reportage, et on voit le détective Bob Hoskin qui jette la télécommande dans la poubelle en disant ah saloperie de Toon. Voilà, ça aurait pu être un truc comme ça. Vous voyez, on s'est servi d'un petit reportage pour bien expliquer l'univers. C'était important de comprendre qu'il y avait Toonville d'un côté, qu'il y avait pas, et comment vivaient un peu les Toons. Qu'est-ce qu'ils font eux au début? Ils font pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que là, ça, c'est ChatGPT, il vous aurait dit de faire ça. ChatGPT, il vous aurait dit, voilà, vous faites, au début, on explique les deux univers et tout. Damasio, il aurait été comme un fou avec ah putain, c'est génial et tout, les deux univers et tout. Mais ChatGPT, tout ça, en gros, ils font pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font 5 minutes, 6 minutes de dessin animé avec Roger Rabbit et Bébé Herman, qui n'a absolument aucun intérêt dans l'histoire. Il n'y a pas d'éléments qu'on va voir dans le dessin animé, qu'on va retrouver après. Il n'y a pas de... euh, tu vois, par exemple, je sais pas, ah, mais en fait, il y avait un couteau qui était dans le dessin animé, et en fait, le meurtre qui a été commis, il était avec le même couteau qu'il y avait dans le dessin animé, et on a compris. Non, le dessin animé n'a absolument rien à voir. Il y avait juste... et donc, pourquoi ils nous font le dessin animé? Pour nous montrer à quel point Roger Rabbit est cool. C'est juste ça. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Pour à quel point, en fait, Roger Rabbit, l'univers, comment dire, le cartoon, c'est trop bien. Comment c'est absolument génial. C'est la magie du cartoon. Et qu'est-ce qu'ils font pour nous le montrer? Ils nous expliquent pas en quoi les toons c'est génial, ils nous font pas un mode d'emploi en disant ah mais en fait les toons c'est expliqué de bien. Ils nous le montrent. Ils nous montrent à quel point c'est génial. Et ce dessin animé, il est absolument fabuleux. C'est un vrai plaisir. Et tu sens que les mecs, c'est à la fois gratuit, mais ils ont pris un plaisir de dingue à le faire, quoi. C'est un hommage incroyable. C'est genre, c'est, c'est, ils nous font ça aussi. Alors, la chose qui nous sert émotionnellement artistique, c'est pour montrer la folie des toons. Voilà. Et qui va quand même nous servir pendant tout le film. Donc, il n'est pas non plus que gratuit pour ça. Il va nous montrer aussi la folie des toons qui sont que, bon, bah, les mecs, c'est en fait ce que vous voyez dans le cartoon, et ben tout à la fin du cartoon, en fait, ça s'est vraiment passé. Il y a vraiment eu un tournage, il y avait des frigos, il y avait des trucs, et voilà comment est-ce qu'on fait les dessins animés. Donc en fait, c'est comment dire, ce choix-là de faire 6 minutes de dessin animé, alors que ça aurait pu être expliqué en une seconde, hein, s'il avait nous montrer que, ah voilà, regardez comment est-ce qu'on fait un euh, comment est fait un dessin animé dans le monde de Roger Rabbit, ils auraient pu nous le montrer d'une toute autre manière, ça aurait pu être une scène dans un moment, dans l'histoire et tout ça. Non, non, ils nous font vraiment
cette espèce de choc, quoi. Que tout d'un coup, on passe du dessin animé à la réalité et tout. Mais c'est absolument brillant, c'est la démonstration, tout est parfait, mais ce que voyez ce que je veux dire, c'est que ça sert l'univers, ça sert tout ça, mais ça ne sert pas l'histoire. Ça crée juste une émotion forte qui fait que, en fait, Roger Rabbit, dès le début, on l'aime. Dès le début, on l'aime, dès le début, on aime le cartoon, dès le début, on accepte le monde, parce qu'en fait, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien réalisé, qu'en fait, ils nous l'ont vendu. C'est comme s'ils nous avaient montré un produit, ils nous avaient fait regarder, alors ça marche comme ça, regardez, hop, là, regardez, vous montrez le truc, putain, mais c'est trop bien, là, c'est vraiment génial, c'est génial, je suis trop fan des cartoons et tout ça, je suis trop fan de trucs. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que ça raconte tout, en fait. Ça raconte tout de comment est-ce qu'il faut miser sur le visuel pour créer, pour créer le, pour créer l'affect, pour créer le pacte avec le pacte, enfin comment dire, le pacte de crédibilité. Enfin, je sais pas comment le truc de suspension de crédibilité là, je sais pas quoi. Ce truc-là, là. Et ben en fait, il peut être juste fait d'une manière visuelle. En gros, à un moment, il y a une phrase en Roger Rabbit qui est hyper importante. Oui, souvent, à un moment, il a des menottes pendant tout le film et il faut lui enlever ses menottes. Et puis, tout d'un coup, Bob Hoskins il sort une scie et il y a la table qui bouge. Et puis il y a Bob Hoskins qui fait est-ce que tu peux arrêter de faire bouger la table et tout. Et en fait, Roger Rabbit, il enlève les menottes. Il y a ses mains et il tient le carton qui bouge. Et Bob Hoskins s'en rend compte. Et il lui dit, et donc après, Roger Rabbit, il remet les mains dans les menottes, il dit, mais tu pouvais enlever tes mains des menottes à n'importe quel moment, et il lui dit, pas à n'importe quel moment, juste quand c'était drôle. Et ça, en fait, ça aussi, ça veut tout dire. En fait, cette phrase-là, c'est aussi la base de comment est-ce qu'on écrit quelque chose. Le lecteur sera toujours OK pour accepter l'idée la plus farfelue, n'importe quoi, du moment, pas forcément parce que c'est drôle, mais comment dire, si c'est le bon moment, si on passe un moment, si ça fait avancer l'histoire, si ça fait, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. En fait, à un moment, ils auraient pu, on aurait pu faire Roger Rabbit, ok, qu'est-ce que peuvent faire les toons, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, qu'est-ce que machin, est-ce qu'ils peuvent traverser les murs, est-ce qu'ils peuvent pas. Non, non, on n'est pas rentré là-dedans. On s'en fout, ils peuvent faire tout un tas de trucs de toon, tu vois, vraiment. Euh, mais, en fait, pardon, ce que je voulais dire par là, c'est, vous voyez, par exemple, si je prends le Seigneur des Anneaux, il dit, ah bah, le but de l'histoire, c'est il faut prendre l'anneau et il faut le mettre dans le volcan pour brûler l'anneau. Ok, trop bien, on y va. C'est simple. Ok, ah ouais, le volcan, il est là-bas, on y va, trop bien. Si en fait, on fait l'histoire en disant, ah ok, il faut jeter l'anneau au volcan, mais il faut que je prenne ma voiture. En fait, ma voiture, il faut quoi? D'abord passer au garage. Ensuite, il faudra avoir 3 gars pour. En fait, oh, non, c'est trop une galère. On y va, on le fait pas. Vous voyez? En gros, si on commence à complexifier juste pour le plaisir de complexifier, c'est un enfer. C'est un enfer, personne. Le spectateur, il est feignant. En fait, il est prêt à tout accepter. En fait, ce qu'il veut dire Roger Rabbit, c'est qu'il est prêt à accepter quelque chose qui n'est pas du tout cohérent, quelque chose qui n'a pas du tout été, qui est même un peu gratos, du moment que c'est drôle en fait. Enfin, du moment que ça fasse avancer l'histoire, comment dire que, que le roller coaster continue. Enfin, voyez. Vraiment, le spectateur, il est vraiment capable le lecteur, il est vraiment capable de dire genre, on s'en fout, c'est pas grave si la voiture elle a que 3 roues, on s'en fout. C'est pas grave si ce truc-là fait, voilà, il est prêt à faire tout d'un coup, je sais pas, quand ils sont dans la voiture, il y a un gros levier, il tire le levier, il y a comment dire, la voiture qui se soulève. Et voilà, en fait, le côté un peu Deus Ex Machina, bah, il n'y a pas de problème. Alors par contre, quand on parle avec des scénaristes, ils disent Deus Ex Machina, ils font non, 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 ça c'est impossible. Alors ça c'est impossible. Non, 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 ça c'est mort, jamais de la vie. Il faut qu'on trouve une vraie solution, un vrai truc. Mais je vous le dis, dans tous vos films là, personne s'en rappelle de ces trucs-là. Personne, tout le monde s'en bat les couilles de machin. On s'en fout.
On a envie de voir, tout d'un coup, les personnages ils sont en train de parler, puis là, bam, il y a une lumière, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Putain, les extraterrestres, c'est taré, quoi. Voilà, c'est ça, parce que visuellement, c'est fort. Et en fait, si on privilégie toujours le visuel, et là je parle vraiment pour la BD, hein, je vous ferai pas la même chose pour, pour la littérature, enfin j'en sais rien, je sais pas comment ça... Mais je vois vraiment pour la BD, si on privilégie toujours le visuel, en disant, non mais ça en jette, ça c'est fort, et ben, ça comment dire, le lecteur est ok. Par exemple, là j'ai relu le Body Count de Simon Bisley et Kevin Eastman, qui était un Tortue Ninja, mais vraiment hyper assez hardcore, avec du sang partout, des Uzi et tout, machin. Mais qui m'avait déjà beaucoup marqué quand j'étais gosse, parce que c'est vraiment ça aussi qui m'avait marqué, parce que Tortue Ninja, moi, il y avait les dessins animés, puis le film qui était un peu ado-adulte, et puis, en fait, Body Count qui est vraiment genre le truc hyper hardcore, où il y a des yeux arrachés partout. Et, et ce que j'avais aimé, et là, quand je l'ai relu, l'histoire, elle est incompréhensible, parce que je pense il y a le... Eastman, comme il le dit, hein, c'est pas un grand raconteur d'histoire, il a du mal il a un super univers et tout ça, mais il a du mal à, à faire vraiment un scénario qui coule, où ça cruise pendant tout le scénario. Et parfois, c'est un peu, il veut quand même que son histoire, elle soit un peu construite, enfin, elle soit, qu'il y ait des infos, mais sauf qu'il n'arrive pas vraiment à faire passer ces infos parce qu'il privilégie toujours un peu la baston, les choses comme ça et tout. Et donc il bourre les infos dans son histoire, sur des passages de blabla, en fait, où c'est incompréhensible parce on comprend rien, parce que toutes les informations sont mises au même moment. Voilà. Et alors, vous m'aurez dit, oui, bon, bah en fait, il devrait distiller toutes ces informations durant l'album. Et moi, je dirais que non, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est juste ton histoire moins compliquée. C'est pas grave. On peut distiller toutes les infos. Nous, ce qu'on a envie de voir, c'est comment Kazay et Raphaël et Midnight, comment est-ce c'est quoi leur vie, enfin comment ça se passe tous les trois, quoi. Voilà, les choses qu'on va retenir dans Roger Rabbit, visuellement, je parle de vraiment, il y a plein de choses, mais moi les choses que je retiens vraiment de Roger Rabbit, c'est le combat le combat des canards sur scène avec les pianos, c'est Jessica Rabbit c'est la poitrine de Jessica Rabbit qui rebondit sur le torse de Bob Hoskins, c'est la trompette, euh, c'est euh, c'est les fouines, enfin toutes ces choses là quoi, c'est la scène de fin avec le avec le rouleau là. Et en fait, ces choses-là visuelles fortes, elles doivent toujours primer sur l'histoire. Si à un moment vous êtes bloqué, si à un moment vous vous dites, ah, je dois choisir entre l'histoire et le visuel, il faut choisir le visuel. Toujours. Il faut dire, non, mais ça, c'est vraiment, cette scène-là, visuellement, c'est trop fort. Alors, c'est sûr, on est sur un certain type, comment dire, on est sur un truc de fiction, un peu fantastique, spectacle, on est sur quelque chose d'un peu machin. Oui, c'est sûr que si déjà dans votre histoire vous êtes très naturaliste, très machin, bon, là, je vous dirais, de plus, pas forcément privilégier le visuel, mais privilégier l'émotion, voilà. Il faut privilégier l'émotion plutôt que l'histoire, quoi, plutôt que la, que la, que la complexité de l'histoire. Mais bon, bref, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est- ça reste des choix, mais là, je parle vraiment pour la bande dessinée. Euh, et, euh, autre chose aussi dans comment dire, dans l'incarnation des personnages. En fait, là, je parle vraiment pas de mise en scène, hein. Vraiment, y a vraiment pas de mise en scène. Mais vous voyez comme dans Roger Rabbit, il y a quand même, et c'est difficile à faire, hein, parce que en fait, c'est juste, ils sont pris un peu tous les deux. Il y a pas mal d'allers-retours entre les endroits. Il y a plein d'univers différents. Visuellement, en fait, c'est ça aussi, moi, je trouve que j'aime vraiment beaucoup dans Roger Rabbit, c'est que visuellement, on est à chaque fois dans des lieux différents. On est dans des lieux différents où les personnages vont, comment dire, vont évoluer, et on va surtout en apprendre petit à petit sur les personnages, sans qu'il y ait
de la rétention d'informations. Ouais. Et ça, le truc de la rétention d'informations, c'est aussi quelque chose que dans l'écriture, on a tendance parfois à faire. On dit, si vous avez l'occasion de dire votre info le plus tôt, enfin le plus rapidement possible, faites-le. Ne retenez jamais l'information. Ça, c'est vraiment un des trucs le plus important. Si à un moment, il y a une scène où les deux personnages, comment dire, parlent ou n'importe quoi, et que je sais pas, comment dire, euh, comme il dit, je pense que quand Bob Hoskin, dès le début, on sent que, comment dire, ils nous disent pas dès le début qu'ils détestent les toons. Alors, je crois il dit la phrase, je travaille pas pour les toons. Voilà. Donc bon, ça, on peut se dire, bon, bah, il déteste, mais alors pourquoi est-ce qu'il déteste? Ben, en fait, c'est juste qu'il a pas l'occasion de le dire avant qu'il se confie à Roger Rabbit, tu vois. Euh, En fait, on sent juste qu'il y a un moment, juste, bon, il les déteste et il leur parle pas. Quand à un moment il met les doigts sur la chaise et quand il retire les doigts, vous voyez, visuellement, on se rappelle plus de ces scènes-là. Et c'est à la fin, je sais plus, je crois que c'est pendant le comment dire, pendant qu'ils regardent ils sont au cinéma, ils regardent un dessin animé sur Dingo. Et c'est à ce moment-là où il va se confier, quoi. Il va se confier parce que d'intimité avec le personnage avec Roger Rabbit, quoi. Et à ce moment-là, il peut lui dire, quoi. Mais voyez, il y a un bon moment pour dire les choses, mais ce moment-là, c'est un peu les personnages qui vont vous dire à quel moment ils doivent donner cette information. Mais de faire de la rétention d'informations, ou même le contraire, qui est de balancer une information, alors qu'en fait, c'est pas du tout le moment de le dire, ça aussi, ça c'est un souci. Si en fait, vous dites, ah, mais il faut absolument qu'on comprenne ça de ce personnage, qu'on comprenne, je sais pas, quel genre, euh, qu'on comprenne ça du personnage, par exemple, Bob Hoskin qui dit, ah, je déteste les toons, ben, vous voyez, par exemple, dans l'exemple que je donnais au début, genre, ah, il regarde la télé et il jette sa truc en disant, pff, les toons. Et ça, c'est un truc mais ChatGPT, il vous le fait. Mais ça, cette scène, elle n'existe pas. Personne fait ça. Personne fait ce truc-là. Il regarde des trucs, il coupe la télé, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il va pas tout seul dire je déteste les toons ou pff, les toons. Euh, quand il va le dire, quand il va donner cette information, c'est parce que je sais plus, c'est Harvey ou comment il s'appelle, un autre gars, bref. Oui, c'est compliqué l'histoire de Roger Rabbit, mais va lui demander un contrat pour prendre des photos, je sais plus, prendre des photos, et lui dit je travaille pas pour les toons, voilà. Mais parce qu'on lui a posé la question. Et, vous voyez, et ça c'est important parce qu'en fait on a quand même aussi bouffé pas mal de cinéma où on a aussi bouffé beaucoup des personnages, genre, je vais pas dire un peu comme les Batman, les machins, tout ça là, qui sont très mystérieux, qui parlent pas, qui disent rien. Et en fait, c'est parce que on veut pas qu'il donne des informations, tu vois. Genre, moi, je pars du principe que si un personnage pose une question à un autre, genre, en fait, je sais pas, Batman, il y a un personnage qui dit, genre, 2 secondes, mais en fait, pourquoi t'es Batman? Et Batman, il répond pas. Ça peut être chiant, enfin, voilà. Je pense que, comment dire, euh, voilà, il faut quand même. C'est une fois que vous avez vos personnages, ensuite, c'est les situations dans lesquelles ils vont être et les dialogues qui vont s'en suivre. Il faut à chaque fois vous dites, genre, qu'est-ce que ferait mon personnage dans ce moment-là? Est-ce qu'il, ou même moi, est-ce que je poserais telle question? Et en fait, et c'est comme ça qu'en fait, comment dire, votre personnage va petit à petit s'effeuiller, se montrer, se livrer. Mais si on essaye de vendre directement le personnage, bon ben là, ça marchera jamais. Et d'un côté, on sait quand même peu de choses sur Roger Rabbit, hein, quand on y pense. On sait rien, c'est juste c'était une star. Est-ce qu'on sait vraiment sa jeunesse? Est-ce qu'on a besoin de ces informations? Non. Je pense que le simple couple, les seules choses qu'on sait de Roger Rabbit, elles sont dites par Jessica Rabbit, c'est génial, parce qu'en fait, elle dit, mais pourquoi est-ce que vous aimez Roger Rabbit? Mais ce qui me fait rire,
Et puis pourquoi est-ce que nous on aime Roger Rabbit? Mais parce qu'il nous fait rire, enfin, genre, et c'est aussi simple que ça, il n'y a rien à rajouter de plus. Et, et ça, je trouve que c'est une bonne leçon. Donc en fait, juste pour être clair, j'ai pris quand même beaucoup de temps, mais parce que je pense que c'est... Parce que tout le reste, tous les détails, ça, vous vous en occupez, quoi. C'est vous vous en occupez parce que vous allez rajouter, ah tiens, ça j'ai envie de faire un objet bizarre qui serait... Voilà, toute la création d'univers, toute l'histoire, le déroulement, les intrigues, et tout ça, ça c'est vous, c'est votre popote, c'est votre univers. Mais ce principe même euh, de, comment dire, de, de juste miser toutes vos billes sur le visuel, c'est drôle parce que j'aurais jamais dit ça avant. Enfin, comment dire, c'est pas que j'aurais jamais dit ça avant, mais je l'aurais jamais dit de manière aussi, aussi démontrée, aussi, comment dire, imposée. Euh, mais je pense que c'est une des vraiment voûtes, une des bases de la bande dessinée. Voilà. C'est le visuel qui va vraiment, c'est le dessin qui va vraiment faire avancer votre histoire. Moi, je sais que sur tous les moments que j'ai envie que j'ai envie de raconter, c'est parce que euh, j'ai j'ai déjà la scène, la scène, j'ai un ou deux dialogues qui arrivent dans ma tête, et ça va être, à chaque fois, je veux dire, comment dire, quand je veux créer ma scène et que je veux la faire vivre, je commence vraiment avec les deux arrivent dans cet endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui... Et on va montrer ça, puis après je me dis, bon, est-ce que ça c'est intéressant, est-ce que c'est utile? Non. Est-ce qu'il va vraiment dire ça? Non. Quelle est l'information que j'ai à faire passer? Ah, c'est celle-là. Bon, est-ce que je peux la faire passer? Et puis en fait, si je me rends compte que ma scène, elle me sert pas à faire passer cette information, bon ben, soit je la placerai avant dans une autre scène, ou soit je la placerai après. Mais faire rentrer les infos euh, comme ça, parce qu'en fait, la plupart du temps, ce que je veux dire, c'est que l'écueil, c'est toujours j'ai cette info à faire passer, alors on va faire une scène pour faire passer cette info. Et ça, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le, c'est pas le bon bout. C'est d'abord, j'ai envie de dessiner cette scène-là. J'ai envie de faire ça. Trouvons une, une excuse, et donc on peut prendre la trame, ah bah tiens, ils doivent passer par cet endroit et tout machin, mais parce qu'on sait que là-dedans, on va créer une image forte qui va rester dans la mémoire du lecteur, et c'est de ça dont il va se rappeler, et pas de Cloverleaf, les bus rouges qui ont fait toute une ville. Il va se rappeler de de ce, de ce, comment dire, du, ouais, il va se rappeler des yeux qui sortent de la tête euh, du juge de mort, quoi. C'est ça dont il va se rappeler. Il va se rappeler du rire des hyènes, il va se rappeler de, de tout ça. Ouais. Mais après, vous me dites, oui, bon, ça, là, on écrit pour les gosses, quoi. Mais en fait, non, 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 à chaque fois, c'est toujours la même chose. Non, on écrit pour tout le monde. Et tout le monde se rappellera du rire des hyènes, et bref. Donc voilà pour ce petit truc. J'ai encore pris beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais bon, tu sais, il faut que vu que je prépare pas avant, et ça se sent et ça se voit, c'est pour ça qu'aussi ça reste quand même un peu décousu. Euh, Toujours un peu désolé, hein, c'est pas mon mode d'expression d'habitude, mais bon, je le fais quand même. Voilà, et bien, bon travail à tous.